simplement vers des étrangers par le biais du mariage. En effet, Maya Amschel Rothschild a si bien compris cette menace qu'il a conçu une solution plus radicale que toutes les dynasties précédentes n'avaient osé tenter. Il allait piéger ses descendants dans un réseau de mariages systématiques entre cousins qui préserverait chaque centime au sein de la lignée. Oui, son testament de 1812 a créé ce que les historiens de l'économie reconnaîtraient plus tard comme une distorsion délibérée du marché du mariage, privant les femmes Rothschild de leurs droits d'héritage et les forçant à s'unir à leurs propres oncles, cousins et neveux. Et la stratégie a réussi au-delà de ses calculs les plus fous, produisant des statistiques qui ressemblent au pire cauchemar d'un manuel de génétique. 71% des mariages Rothschild entre 1824 et 1877 ont eu lieu entre parents par le sang. Ainsi, dans l'épisode d'aujourd'hui de Old Money Luxury, nous découvrons les mathématiques matrimoniales qui ont préservé la dynastie Rothschild, où l'amour était calculé en pourcentage de sang partagé et où le prix à payer pour garder des milliards dans la famille était payé par des générations de cousins contraints de se mettre en couple. Payez 14,99 € par mois pour une appli de streaming, plus 9,99 € par mois pour une appli de musique. Maya Amschel Rothschild gisait mourante en 1812 avec une fortune à protéger et un plan radical pour la préserver. Son testament contenait des dispositions si choquantes que les historiens passeraient des siècles à débattre pour savoir si elles représentaient du génie ou de la folie. Je veux et ordonne que mes filles, mes gendres et leurs héritiers n'aient aucune part dans les activités commerciales existant sous la société Maya Amschel Rothschild & Son, déclara le patriarche sur son lit de mort. Il ne s'agissait pas seulement d'exclure les femmes. Il s'agissait de créer un piège matrimonial qui piégerait ses descendants pendant des générations. Les femmes de la famille ne devaient pas participer à la gestion de l'entreprise et devaient recevoir leur part dans la succession sous réserve de la gestion des membres masculins. La punition en cas de résistance était la déshérence totale. Si l'un d'entre eux contestait cet arrangement, il perdrait tout intérêt dans la succession. Cette exclusion créa ce que les historiens de l'économie appelleraient plus tard une distorsion du marché matrimonial qui forçait systématiquement les femmes Rothschild à se tourner vers leurs propres cousins. Sans droit d'héritage, les femmes Rothschild étaient confrontées à un choix impossible. Se marier au sein de la famille ou s'exposer à l'exil social et économique. Les recherches de Nathalie Livingston ont révélé l'efficacité brutale de cette stratégie. Sans héritage, les femmes Rothschild avaient peu de partenaires potentiels de la même religion et d'un statut économique et social approprié. 4 principes fondamentaux régiraient la fortune à jamais, chacun plus contrôlant que le précédent. Premièrement, le fils aîné du fils aîné dirigerait la fortune en vertu de son ancienneté, à moins que la majorité des membres de la famille n'en décide autrement. Deuxièmement, venait le mandat qui définirait leur destin. Le mariage entre cousins dans le but de préserver la fortune familiale intacte et au sein de la famille. Troisièmement, un secret absolu devait entourer la véritable étendue de la fortune. Pas d'inventaire public, pas de procédure judiciaire, pas d'évaluation publiée. Le testament d'Anelme fit plus tard écho à l'obsession de son grand-père pour le secret. J'interdis toute action en justice et toute publication de la valeur de l'héritage. Quatrièmement, le partenariat devait rester éternel, les associés et leurs descendants mâles constituant et gérant à jamais l'entreprise. Il ne s'agissait pas de suggestions ou de préférences. C'étaient des lois d'airain appliquées par l'étranglement financier. Les statistiques allaient prouver leur efficacité dévastatrice. Sur 58 mariages, 29, soit exactement la moitié, ont eu lieu entre cousins germains. Les archives de la famille finiraient par le révéler. La source Armstrong a noté que ces mariages entre cousins étaient remarquables, observant que la plupart des enfants étaient des filles, ce qui est prévu par la science biologique. Aucune copie du testament du maire Amschel n'a jamais été publiée par un historien de la famille. Le document qui allait forcer des générations de cousins à se serrer dans les bras l'un de l'autre restait aussi secret que la fortune qu'il protégeait. À la deuxième génération, 15 des 22 Rothschild s'étaient mariés de manière incestueuse au sein de la famille. Le piège était tendu et il n'y aurait pas d'échappatoire avant 150 ans. Betty von Rothschild, âgée de 19 ans, se tenait devant son oncle James le 11 juillet 1824 à Francfort. L'homme qui allait devenir son mari avait 32 ans, était établi, puissant et était le frère de son père. Betty était née dans un piège déguisé en privilège, fille de Salomon Méafon Rothschild et petite-fille du fondateur de la dynastie. Son oncle James s'était plaint auprès de ses associés qu'il n'avait pas de maison pour les recevoir lorsqu'il était en concurrence avec les banquiers parisiens,
déclarant explicitement qu'il avait besoin d'une épouse pour améliorer sa position sociale. Betty était la solution à son problème. Jeune, accomplie et, surtout, incapable de faire sortir l'argent de la famille de la lignée, le mariage entre oncle et nièce allait devenir le modèle des unions Rothschild, démontrant comment la richesse familiale pouvait être préservée par un inceste calculé. Les observateurs contemporains reconnaissaient la nature stratégique de ce couple, bien que peu osaient parler ouvertement de sa dynamique inquiétante. L'éducation de Betty l'avait préparée à ce rôle précis, se marier au sein de la famille et créer un salon qui ferait avancer les intérêts des Rothschild. Après leur lune de miel en Suisse à l'été 1824, Betty arriva à Paris pour commencer sa transformation en l'une des femmes les plus influentes d'Europe. Lady Granville, épouse de l'ambassadeur britannique, s'émerveilla de la voir, à peine sortie de sa chambre d'enfant, faire les honneurs de sa maison comme si elle n'avait jamais rien fait d'autre. Depuis leur résidence de rouleur, dans le 9e arrondissement de Paris, Betty organisait au moins 4 dîners par semaine avec entre 10 et 60 invités. Des hommes politiques, des peintres, des musiciens et des membres de la famille royale affluaient dans son salon, créant ainsi un réseau de pouvoir qui amplifiait l'influence financière de son mari. Elle obtint Frédéric Chopin comme professeur de piano pour leurs enfants peu après son arrivée à Paris, entamant une relation qui allait façonner la culture européenne. La commande de son portrait par Jeannot-Dominique Ingres révéla les tensions de sa position. Ingres écrivit à un ami en 1842, frustré. Mardi, j'ai une séance définitive avec Madame de Rothschild qui s'est faite au prix d'une douzaine de lettres puériles et sincères. Vive les portraits. Que Dieu les maudisse. Même les grands artistes ont eu du mal à gérer la dynamique du pouvoir au service d'une femme qui était à la fois une hôtesse protectrice et le produit d'une consanguinité systématique. Parmi les invités réguliers figuraient Heinrich Henner, l'honorable Dea Balzac et Gioacchino Rossini, des géants intellectuels qui ont validé le succès social de l'union. Betty est devenue intime avec la reine Maria Émilie, épouse du roi Louis-Philippe, tirant parti de sa position d'épouse de James pour exercer une influence royale. Les archives Rothschild contiennent 10 lettres de la reine en exil. 3 d'entre elles sollicitaient explicitement l'intervention de Betty pour des nominations à la banque Rothschild. Pour le judaïsme, James dirait « Parlez-en à ma femme », faisant de Betty la gardienne de la tradition au sein de leur foyer de plus en plus puissant. Le mariage entre oncle et nièce a donné naissance à 5 enfants qui ont survécu jusqu'à l'âge adulte, défiant les craintes contemporaines concernant la reproduction consanguine. Leur fille Charlotte épousera son cousin Nathaniel dans une autre union de cousins germains, perpétuant ainsi le cycle. James devint le banquier le plus puissant du pays et l'un des hommes les plus riches du monde, avec Betty comme architecte social. Ensemble, ils fondèrent l'hôpital israélite de Paris en 1852, utilisant leur influence combinée pour créer des institutions durables. Betty von Rothschild était passée de l'épouse adolescente de son oncle à la reine de la société parisienne. Mais le prix à payer était écrit en sang. Niall Ferguson obtint un accès sans précédent aux archives Rothschild et découvrit des chiffres qui le choquèrent lui-même. Sur 21 mariages impliquant des descendants du maire Amschel entre 1824 et 1877, pas moins de 15 étaient entre ses descendants directs. Ferguson a documenté que 71,4% des mariages Rothschild à l'apogée de la dynastie étaient entre parents par le sang. Ce n'était pas une coïncidence ou une préférence culturelle. C'était l'exécution systématique de la stratégie matrimoniale du maire Amschel. Ferguson a souligné que les Rothschild poursuivaient une stratégie d'endogamie, se mariant non seulement au sein de leur propre confession, mais aussi au sein de leur propre groupe de parenté immédiate. Ces recherches ont prouvé ce que les membres de la famille savaient déjà que seul un Rothschild ferait pour un Rothschild. Les recherches indépendantes du Jewish Telegraphic AI ont prolongé la chronologie et confirmé la persistance du modèle. Sur les 58 mariages contractés par les descendants de Maya Amschel Rothschild jusqu'en 1905, exactement la moitié était entre cousins germains. Leur analyse d'archives a révélé que 50% des mariages entre cousins germains maintenus sur une période de 85 ans représentaient ce que les démographes ont appelé un niveau extraordinaire d'endogamie systématique. Aucune autre dynastie financière de l'histoire n'avait atteint un tel niveau de mariage mixte constant sur plusieurs générations. L'étude anthropologique de l'université de Cambridge a ajouté une validation académique tout en fournissant un contexte comparatif. Le modèle le plus courant était qu'un homme épouse la fille du frère de son père, ce qui représentait un mariage patrimonial parallèle systématique. Même les familles royales européennes, réputées pour leur mariage mixte, n'ont pas pu égaler l'exploit des Rothschild.
Les Rothschild pratiquaient l'endogamie à un degré que même les Saxe-Coburg ne pouvaient égaler. Des chercheurs de Cambridge ont conclu que le mécanisme économique à l'origine de ces chiffres était d'une efficacité brutale. Les femmes Rothschild étaient confrontées à une certitude mathématique. Sans droit d'héritage, elles n'avaient pratiquement aucune perspective de mariage en dehors d'une famille de richesse et de statut comparable. L'analyse historique du magazine Time a expliqué comment cette pratique garantissait l'unité de prise de décision et la coopération entre les 5 grandes maisons bancaires de la famille. La stratégie des mariages mixtes a donné naissance à ce que les spécialistes ont appelé la première multinationale au monde avec un contrôle unifié couvrant Londres, Paris, Francfort, Vienne et Naples. À la deuxième génération, les statistiques sont devenues encore plus frappantes. Sur ces 22 personnes, 15 ont été mariées de manière incestueuse, selon des sources contemporaines. Ce taux d'endogamie de 68% dans la génération suivant immédiatement le fondateur démontrait une conformité immédiate à son testament. Le schéma s'est intensifié plutôt que de s'affaiblir au fil du temps. Les 7 enfants de Nathan ont fourni une étude de cas parfaite. 4 d'entre eux épousèrent des cousins germains Rothschild, tandis que les 3 autres choisirent des familles de banquiers juifs compatibles. Sa fille Charlotte épousa Annelm von Rothschild de Vienne. Lionel épousa Charlotte von Rothschild de Naples. Nathaniel épousa Charlotte de Rothschild de Paris. Et Louise épousa Maya Karl von Rothschild de Francfort. La répartition géographique de ces mariages révéla un génie stratégique. Chaque union reliait différentes maisons bancaires, créant des liens familiaux qui renforçaient les relations d'affaires dans les capitales européennes. Les chiffres racontaient une histoire de contrôle systématique qui transforma le mariage d'un choix personnel en stratégie d'entreprise. Lorsqu'Anna Meyer osa épouser Henry Fitzroy en dehors de sa confession en 1839, elle fut confrontée à un ostracisme total. Son exil servit d'avertissement statistique à toutes les filles Rothschild envisageant d'échapper à la certitude mathématique du mariage entre cousins. Nathaniel Mayer Rothschild et Emma Louise von Rothschild partageaient quelque chose de plus intime que l'amour. Ils partageaient tous les deux des grands-parents. Leur mariage de 1867 représentait une proximité génétique qui nécessita des générations d'inceste pour être même possible. En tant que cousins germains, ils possédaient un lien génétique équivalent à celui de demi-frères et sœurs, et pourtant ils se sont présentés devant la Frankfurt Society le 16 avril pour échanger leurs vœux. Emma était initialement destinée à James Edward Rothschild, mais le destin et la préférence sont intervenus. Des sources ont souligné qu'il s'agissait d'un véritable mariage d'amour. Bien qu'il représente l'aboutissement d'une consanguinité familiale systématique, le marié de 27 ans et la mariée de 23 ans comprenaient exactement ce que représentait leur union. L'apothéose de la vision de Maya Amschel. Leur ascendance commune créait un indice de consanguinité qui horrifierait les généticiens modernes. Ils partageaient non seulement les deux grands-parents du côté maternel, mais aussi du côté paternel, créant ainsi un chevauchement génétique sans précédent au sein d'une famille européenne de premier plan. Pourtant, leur mariage atteindrait des sommets de réussite sociale qui semblaient se moquer des idées reçues sur les conséquences de la consanguinité. L'amitié de Nathaniel avec le prince de Galles au Trinity College s'est poursuivie tout au long de la vie d'Édouard. Cette relation transformerait Emma, produit d'un inceste systématique, en l'une des hôtesses les plus célèbres de Grande-Bretagne. Le couple vivait au 6 Buckingham Palace Gate, où Emma devint partie intégrante de la vie sociale centrée autour du palais de Buckingham. Lorsque le prince de Galles devint Édouard III, les Rothschild comptaient parmi ses plus proches confidents. Emma était une hôtesse réputée pendant le règne d'Édouard, recevant fréquemment des membres de la famille royale. La princesse Alexandra, qui deviendra reine, devint une amie proche d'Emma, bien qu'elle connaisse la nature particulière de son mariage. Les cousins germains doubles achetèrent Tring Park dans le Hertfordshire en mai 1872, le transformant en un domaine de prestige. Emma créa des systèmes de santé complets pour les employés du domaine, démontrant ainsi que la consanguinité extrême n'avait pas diminué ses capacités d'organisation. Elle possédait le courage d'un lion et un esprit scientifique, des caractéristiques qui lui permirent d'exceller dans la haute société victorienne. Multilingue comme la plupart des Rothschild, Emma prouva que l'ascendance commune renforçait plutôt qu'elle ne limitait les capacités intellectuelles. Le pari génétique porta ses fruits de manière spectaculaire chez leurs enfants. Et oui, vous allez finir par le savoir, Electrodépôt c'est des prix bas tous les jours, toutes les semaines, toute l'année. Et pas seulement. Des produits reconditionnés. Spectaculaire chez leurs enfants. Lionel Walter Rothschild, né en 1868, est devenu un naturaliste réputé malgré la proximité génétique de ses parents. Charlotte Evena et Nathaniel Charles se sont tous deux distingués dans leurs domaines respectifs.
Leur succès reproductif contredit toutes les prédictions concernant les dangers de telles relations génétiques étroites. Nathaniel lui-même a atteint des sommets sans précédent après avoir épousé sa cousine Germaine double. Il est devenu associé principal de N.M. Rothschild & Son après la mort de son père en 1879. Sous sa direction, la banque a financé Cecil Rhodes dans le développement de la British South Africa Company et de Beers. Il a ensuite administré la succession de Rhodes et a contribué à la création de la bourse Rhodes à Oxford. Plus remarquable encore, Nathaniel est devenu le premier père juif de l'histoire britannique lorsqu'il a été créé baron Rothschild en 1885. Le mariage entre cousins germains doubles avait facilité plutôt qu'entrave l'intégration de la famille au plus haut niveau de la société britannique. Leur union représentait l'extrême mathématique de l'endogamie Rothschild. Génétiquement plus proche qu'il n'aurait dû l'être, mais socialement et financièrement triomphante au-delà de toute mesure. L'histoire avait déjà écrit le scénario de ce qui arrive lorsque des cousins épousent des cousins pendant des générations. Il suffit de demander aux Habsbourg. Charles II d'Espagne était mort en 1700. Son génome était comparable à celui d'un enfant né d'un frère et d'une sœur. Le coefficient de consanguinité des Habsbourg d'Espagne de 0,254 représentait la preuve mathématique que le mariage systématique entre cousins conduisait à l'extinction. Incapable de parler avant l'âge de 4 ans ni de marcher avant 8 ans, sa mâchoire déformée l'empêchant de manger, Charles incarnait la catastrophe génétique. Un siècle plus tard, les Rothschild se lancèrent dans leur propre expérience de consanguinité systématique, ignorant apparemment les avertissements de l'histoire. Pourtant, là où les Habsbourg s'étaient effondrés en invalides baveux, les cousins Rothschild produisirent de brillants banquiers, naturalistes et leaders sociaux. La famille Rothschild évita largement ces conséquences négatives. La recherche génétique moderne le confirme avec stupéfaction scientifique. Le paradoxe mathématique défiait toute explication. Des taux similaires de mariage entre cousins aboutissaient à des résultats radicalement différents. Des recherches publiées dans PLO ont démontré que la consanguinité des Habsbourg avait un effet négatif sur la survie de 17,8% plus ou moins 12,3% au niveau des cousins germains. Les Rothschild ont maintenu des niveaux de consanguinité comparables pendant 150 ans sans catastrophe génétique. Les analyses modernes suggèrent qu'ils ont réussi parce que ces types de gènes mutés n'étaient tout simplement pas présents dans la famille. L'absence de gènes récessifs particulièrement nocifs a créé ce que les généticiens appellent un profil génétique propre. Le mariage d'Albert Rothschild en 1876 avec sa cousine germaine Bettina a donné naissance à 7 enfants, dont 6 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Cela s'est produit alors que les connaissances scientifiques prédisaient que les mariages entre cousins germains entraînaient généralement des taux de mortalité environ 3,5% plus élevés chez la progéniture. Pourtant, les archives généalogiques des Rothschild ont montré des taux de survie supérieurs aux moyennes de la population. Leurs enfants n'ont pas seulement survécu, ils ont conquis leurs domaines respectifs. Albert est devenu président de l'Association des échecs de Vienne, a été un pionnier de la photographie et a géré les finances du gouvernement autrichien. Il construisit des observatoires, collectionna des œuvres d'art, conduisit la première automobile vue à Vienne et fit preuve d'une polyvalence intellectuelle qui contredisait toutes les hypothèses sur la consanguinité. Le salon parisien de Betty attirait les plus grands esprits d'Europe tandis qu'elle fondait des hôpitaux et des établissements d'enseignement. Emma, la double cousine germaine, se lia d'amitié avec la reine Alexandra, introduisant une consanguinité extrême dans le cercle restreint de la royauté britannique. Nathaniel, après avoir épousé son quasi-jumeau génétique, entra à la Chambre des Lords en tant que premier père juif de Grande-Bretagne. Ces mariages n'étaient pas des exceptions. Ils représentaient la norme à travers des générations de mariages mixtes systématiques. Là où d'autres dynasties pratiquant l'endogamie produisaient des monstres et des fous, les Rothschild engendraient génie après génie. Ce contraste suggérait quelque chose de profond sur le destin génétique par opposition à la probabilité génétique. Les généticiens des populations décrivent la purge, l'élimination des gènes récessifs nuisibles par la sélection naturelle au sein de populations consanguines. Peut-être les Rothschild avaient-ils réussi sans le savoir ce que les Habsbourg n'avaient pas réussi à accomplir, en éliminant les défauts tout en concentrant les avantages. Ferguson en a conclu que les mariages entre cousins garantissaient que le capital familial n'était pas dispersé, mais que la génétique avait accordé un bonus inattendu. En 195, après 58 mariages documentés dont exactement la moitié entre cousins germains, l'expérience biologique avait réussi au-delà des rêves les plus fous de Maya Amschel. La famille qui aurait dû dégénérer en grotesque à la Habsbourg dirigeait plutôt la finance européenne avec des esprits aiguisés plutôt qu'émoussés par une ascendance commune.
Et maintenant, nous aimerions vous voir dans les commentaires. Étiez-vous au courant de la sombre histoire d'inceste des Rothschild, ou est-ce la première fois que vous en entendez parler? Nous avons hâte de connaître vos commentaires ci-dessous. Cela dit, merci de nous avoir rejoints pour un nouvel épisode de Old Money Luxury.